Commençons donc par l'effet du terme en sinus qui est responsable de l'illusion de ralentissement lorsque l'onde passe à travers le mur. Alors, le champ détecté au point P, c'est le champ produit par la source qu'on va exprimer maintenant de la façon suivante, donc avec notre cos, comme ça ici, et on lui additionne la portion du champ produit par le mur qui est en sinus, donc 2pi cosé e carré n sur m parenthèse alpha carré plus bêta carré. Et là, je vais mettre le alpha tout de suite, ce qui fait qu'il va me rester après oméga delta x divisé par c fois E0 sinus de, ben, la parenthèse c'est la même que celle ici. Alors, je réécris pas ce qui est à l'intérieur. Et là, on est tanné de réécrire des 2pi, cos, etc. tout le temps. Alors, tout ça, incluant le alpha, on va rassembler ça et on va dire que ça correspond à n-1. N minuscule, oui, n minuscule, l'indice de réfraction, ça va correspondre à ce que j'ai encerclé, plus 1. Donc, nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est se convaincre que d'additionner un terme en sinus à un terme en cosinus, que ça provoque un ralentissement, donc un décalage de l'onde vers la gauche. Or, un décalage d'une onde vers la gauche, on peut aussi provoquer ça en ajoutant une constante de phase dans l'argument du cos. Autrement dit, soit qu'on exprime le champ au point P comme la somme d'un cos et d'un sin, ou qu'on dit, ben, le champ qui est détecté au point P, c'est un cos, mais décalé. Donc, notre oméga t moins x sur c, auquel on ajoute une constante qu'on va appeler phi, qui est à déterminer, et cette constante-là va correspondre à un retard supplémentaire, si on veut, dû à la présence du mur. Et c'est ce retard supplémentaire-là qui nous intéresse, parce qu'il va être relié à la vitesse à laquelle l'onde semble aller, vu qu'elle passe à travers un matériau. Alors, comment faire pour trouver ce que phi vaut? Ben, on va faire appel à une identité trigonométrique. L'identité trigonométrique, étant donné qu'on a cos de quelque chose plus phi, le quelque chose qu'on a ici, on pourrait l'appeler θ. Donc, on a cos de θ plus phi. Or, si on a cos de θ plus phi, il y a une identité qui nous dit que ça vaut cosinus de θ fois cosinus de phi moins sinus de θ fois sinus de phi. Et là, si on compare l'équation qui est au-dessus, ben on voit qu'on a notre cosinus de θ ici et qu'il n'y a rien qui le multiplie. Le E0, on n'en tient pas compte parce que ici, je parle juste de cos et non pas de E0 cos. Alors, cos de θ, on l'a ici. Cos de phi correspondrait donc à 1. Et dans l'autre cas, dans l'autre terme, on a notre sin de θ qui est ici. Alors, on l'a déjà ici. Et ce qui va multiplier notre sin de θ sans le E0, donc tout ça ici, ça va correspondre à sinus de phi. Donc, sinus de phi correspond à n-1 fois oméga delta x sur c. Il faut juste pas oublier quelque chose. Ici, on a un plus. Ici, on a un moins. Donc, pour que ça corresponde exactement, il faudrait qu'on ajoute un moins ici. Donc, sinus de phi, phi c'est ce qu'on cherche, c'est donné par ça. Or, si nous, on se concentre sur un milieu dilué, ça veut dire l'indice de réfraction n, il est très proche de 1. C'est de ça qu'on parle depuis le début. On parle d'un milieu dilué parce que on n'a pas considéré le fait que si on a un oscillateur qui se met à osciller et à émettre de la lumière, cette lumière-là qu'il émet l'oscillateur, elle se trouve à être incidente sur les autres oscillateurs. Nous autres, on a considéré qu'un oscillateur réagissait uniquement à l'onde électromagnétique venant de la source. Ce qui va être approximativement le cas si les oscillateurs sont loin les uns des autres. Donc, si le milieu, il est dilué. Donc, dans le cas d'un milieu dilué, on a n qui est très près de 1. Si n est très près de 1, l'indice de réfraction, ça ici, ça a une valeur très près de 0. Donc, tout ça, c'est très près de 0. Ce qui voudrait dire que sinus de phi serait très près de 0. Or, on sait que quand un angle est très petit, un angle inférieur à 10 degrés, que sinus de l'angle, c'est à peu près la même chose que l'angle lui-même exprimé en radian. Donc, sinus de phi est à peu près égal à phi lorsque l'angle est très petit, ce qui veut dire que finalement, ici, sinus de phi, c'est à peu près la même chose que phi. Donc, phi va être à peu près égal à ce terme-là ici, moins n-1 oméga delta x divisé par c.
Alors, on va envoyer ce terme-là dans l'argument de notre cosinus ici. Alors, on est presque arrivé à notre conclusion tant attendue. Alors, approximativement égal à cause des approximativement égaux qu'on a ici. EP va être à peu près égal à E0 cosinus de, bon, j'ai oméga t moins x sur c, et j'ai ensuite moins n-1 oméga delta x divisé par c. Bon, quoi faire avec ça? On va distribuer tout simplement. Alors, si je distribue tout ça, l'argument du cos, je vais avoir oméga qui va être en évidence parce qu'oméga est dans les deux termes. Donc, j'ai oméga fois t moins. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler le x sur c que j'ai là au delta x sur c que j'ai là, celui qui a multiplié le 1 qui est là. Fait que j'ai x, et j'ai ensuite moins 1, donc plus 1 fois oméga delta x. L'oméga est déjà là, donc ça va me donner moins aussi ici, moins delta x, divisé par c. Et ce qui me reste ensuite, c'est le terme avec le n. Donc je vais avoir moins n delta x sur c. Je m'occupe pas du oméga qui est déjà mis en évidence. Donc moins n delta x sur c. C'est tout. En se rappelant que ce qu'on enlève à t dans l'argument du cos, c'est le délai, le temps que prend l'onde pour se rendre au point P. Donc, de quel délai il s'agit ici? Ce délai-là, là, c'est quoi? X moins delta x, ça se trouve être la distance entre le mur, donc la fin du mur, et l'observateur. Donc, c'est la distance qui est parcourue par l'onde dans le vide. À quelle vitesse cette distance-là est parcourue? À la vitesse de la lumière dans le vide, c. Donc ça, c'est le délai dans le vide. Et ça ici, ça devrait donc être le délai dans le mur. Le mur a une épaisseur delta x, et ce qui va au dénominateur ici, comme ici, ça se trouve être la vitesse dans le mur. Donc, c'est comme si finalement, tu sais, à la place de mettre le n ici, je pourrais le mettre en bas ici. Si je mets le n en bas ici, finalement, c sur n, ça doit donc correspondre à la vitesse dans le mur que l'observateur déduirait. Alors, ce terme-là correspond au délai dans le mur, et ce que je peux déduire à partir de ça, c'est que ce que j'ai au dénominateur, c'est la vitesse apparente à travers le mur. Donc, la vitesse apparente v serait c divisé par n. Or, ça implique que n est égal à c divisé par v, ce qu'on sait être la définition de l'indice de réfraction. Donc, additionner un sin à un cos, c'est équivalent. Okay? Donc, un sin et un cos qui vont tous les deux à la vitesse de la lumière, donc deux ondes superposées qui vont tous les deux à la vitesse de la lumière, c'est équivalent à une seule onde qui va un peu plus lentement, donc qui est ralentie dans le mur. Alors, l'onde électromagnétique, elle arrive en retard, c'est ce qu'on a dit quand on a parlé de l'effet d'un sin sur un cos, donc ça décale vers la gauche l'onde au point P, comme si elle allait à une vitesse inférieure, V égale C sur N, inférieure parce que N est plus grand que 1, dans le matériau. Donc, première récompense, c'est ça. On comprend maintenant pourquoi la lumière semble aller plus lentement dans un matériau. Deuxième récompense, c'est qu'on a ici une expression pour l'indice de réfraction d'un matériau, d'un milieu dilué. Donc, dans le cas d'un milieu dilué, N assez proche de 1, on a que N est égal à 1 plus 2pi cosé E carré N. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment remplacer alpha et bêta par ce que ça vaut, là. Donc, alpha, c'est oméga 0 carré moins oméga carré. Et au dénominateur, j'ai m fois alpha carré, donc oméga 0 carré moins oméga carré, tout ça au carré, plus bêta qui est b oméga divisé par m, que je dois mettre au carré aussi. Alors ça, c'est l'indice de réfraction d'un milieu dilué. C'est pas une fonction qui est très simple. Si le milieu, c'est de l'air c'est un milieu dilué, à ce moment-là, oméga 0 correspond à la lumière ultraviolette. Donc, si je regarde l'indice de réfraction en fonction de la couleur de la lumière, donc par exemple, le bleu a une valeur de oméga
plus grande que le rouge. Ce qui veut dire que la différence entre oméga 0 carré et oméga, elle est plus petite pour le bleu que pour le rouge. Sauf que la différence, elle est au carré au dénominateur, ce qui fait que pour le bleu, la différence étant plus petite, ça va faire que le dénominateur va être plus petit, donc l'indice de réfraction va être plus grand pour le bleu que pour le rouge. Donc si on faisait un graphique en fait de l'indice de réfraction en fonction de la fréquence de la lumière incidente pour des oméga inférieurs à oméga 0, je partirais à 1 pile à oméga égale à 0 et ça monterait tranquillement. Je me rends pas trop proche de oméga 0 parce que quand j'arrive proche de oméga 0, à ce moment-là, l'indice de réfraction augmenterait pas mal trop. Il serait donc plus proche de 1 et à ce moment-là, mon approximation que j'ai fait ici, elle serait plus valable. Donc, ça ici, le fait que l'indice de réfraction augmente avec la fréquence, c'est responsable d'un phénomène qu'on appelle la dispersion de la lumière. Dispersion qui habituellement est observée plutôt dans de l'eau, par exemple dans des gouttelettes d'eau lors des arcs-en-ciel, ou à travers le verre, comme par exemple la dispersion de la lumière dans un prisme, qui fait qu'on peut décomposer la lumière blanche dans ses différentes couleurs, parce que le bleu est plus réfracté que le rouge. Donc ça serait pas la même équation ici si on parlait d'un liquide ou d'un solide, mais le phénomène est basé sur la même chose, c'est-à-dire l'émission de lumière par les oscillateurs du milieu en question. Voyons maintenant l'effet du terme en cosinus. Alors, si on fait un peu la même démarche qu'on a fait, ça va être un peu plus simple. Le champ détecté au point P par l'observateur, c'est donc le champ venant de la source, même expression que d'habitude, et là, tout d'un coup, on a un facteur moins cos. Alors, on va écrire ça comme ça, moins 2pi cosé E carré n, divisé par m alpha carré plus bêta carré. Et là, encore une fois, je vais mettre mon bêta tout de suite collé ici. Ensuite, je vais avoir mon oméga delta x divisé par c, E0 cosinus de la parenthèse. Et je vais rassembler tout ça, incluant le bêta, et appeler ça kappa. Pas le même kappa que dans le chapitre 1. Kappa qui va déterminer l'extinction de la lumière lors du passage à travers le mur. Donc kappa, si je réécris tout ce qui est là, si je remplace le alpha et le bêta pour avoir une expression que je pourrais utiliser plus tard, donc j'ai donc kappa égale à 2pi cosé E carré n sur mon dénominateur habituel, étant donné que bêta, ça se trouve à être b sur b oméga divisé par m. J'ai un m supplémentaire au dénominateur, donc finalement mon m va être au carré. Et le reste, c'est la même chose que ici, c'est-à-dire j'ai oméga 0 carré moins oméga carré, tout ça au carré, plus b oméga divisé par m au carré, ferme la parenthèse, et j'ai ensuite b oméga qui va là aussi. Donc kappa, c'est ce que j'appelle le coefficient d'extinction. Il n'a pas d'unité, le coefficient d'extinction, comme l'indice de réfraction d'ailleurs. Donc le coefficient d'extinction dépend du coefficient de ralentissement. Si le coefficient de ralentissement est nul, ce qui arrive jamais parce que aussitôt que l'oscillateur se met à osciller, il perd de l'énergie. Mais si B était très très faible, ça veut dire que le coefficient d'extinction serait aussi très très faible. Alors, ce qui arrive, c'est si on rassemble tout ça, donc on a EP qui va donc être égal à E0. Puis là, étant donné que c'est cos et moins cos, donc je peux mettre cos en évidence, ce qui fait que je vais avoir E0 fois parenthèse. Donc ici, je vais avoir 1, c'est 1 fois E0, moins, ça ici, ça s'appelle maintenant kappa, donc kappa oméga delta x divisé par c, tout ça fois cosinus de ma parenthèse. Alors, ce qui est devant le cos, ça se trouve à être l'amplitude du champ détecté au point P, que je pourrais appeler EP0. Et là, ensuite, ce que je pourrais faire, c'est imaginer que j'ai plusieurs murs consécutifs d'épaisseur delta x qui sont rencontrés. Alors, si j'ai n murs consécutifs, ce qui va arriver, par exemple, admettons que ça ici, ça vaut 0,1. Ça veut dire que j'ai 10% de mon amplitude qui est perdue après chaque mur.
J'aurais 1 moins 0,1, j'aurais 0,9 qui me resterait d'amplitude après avoir passé le premier mur. Ce 0,9-là, ensuite, il rencontrerait le deuxième mur. Donc, j'aurais un autre 90% qui me resterait, donc 90% de 90% après le deuxième mur. Donc, finalement, si j'ai n murs consécutifs, je m'attends à ce que l'amplitude détectée au bout, qu'elle soit donnée par E0 fois, 1 moins kappa oméga delta x divisé par c à la n. Donc, si j'ai un mur, c'est juste une fois mon point 9. Si j'ai deux murs, c'est 0.9 fois 0.9. Si j'ai trois murs, 0.9 fois 0.9 fois 0.9, etc. Et on peut démontrer que, si ça ici, le k oméga delta x sur c, si c'est beaucoup plus petit que 1, si c'est très faible, ce qui va être le cas si je choisis des murs très très minces, puis j'ai l'option de le faire, alors à ce moment-là, je peux démontrer que ça, cette expression-là, ça revient à la même chose que une fonction exponentielle inverse. Donc, je pourrais écrire à la place E0, E à la moins kappa oméga. Le n, qui est l'exposant, il se retrouverait dans l'exposant de mon E. Donc, k oméga n delta x divisé par c. Puis n delta x, c'est quoi? Le nombre de murs fois l'épaisseur de chaque mur. Ça serait tout simplement l'épaisseur de tous mes murs ensemble, que je pourrais appeler tout simplement x. Maintenant, j'ai donc une façon de connaître quelle va être l'amplitude du champ électrique à la sortie de mon gros mur d'épaisseur x. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je suis capable de mesurer, c'est l'intensité. Or, l'intensité, ça se trouve à être donné par, si on parle d'un champ dont l'amplitude est EP0, ça va donc être l'amplitude du champ au carré. Donc, EP0 au carré fois c divisé par 8pi kc. Donc, si je remplace mon EP0 par ceci, je vais avoir mon E0 au carré. Ensuite, j'ai mes constantes que je peux réécrire ici. Et ce qui va rester, ça va être le E à son exposant élevé au carré, qui fait partie du EP0. Alors, quand je l'élève au carré, tout ce qui se passe, c'est que j'ai un 2 qui apparaît dans l'expression de voir E à la moins 2 kappa oméga x sur c. Ce qui est ici, devant, c'est l'expression de l'intensité. Donc, l'intensité qui correspond à l'amplitude E0. L'amplitude E0, c'est avant que ça rentre dans le mur. Donc, tout ça, ça correspond à l'intensité initiale que j'appellerais I0. Alors, ce qu'on vient d'obtenir, c'est une loi très, très connue qui s'appelle la loi de Beer-Lambert qui régit l'absorption de la lumière par un milieu. Donc, l'intensité égale l'intensité initiale avant d'entrer dans le milieu fois E à la moins. Ici, on utilise bêta encore, mais c'est pas le même bêta qu'on avait juste avant. Le bêta qu'on avait juste avant, il était temporaire. Alors, bêta fois x. Puis le bêta en question, si on compare l'équation qu'on a obtenue à l'autre page, on voit que ça correspond à 2 oméga k divisé par c. Et ce bêta-là, je suis désolé pour l'ambiguïté que ça amène, mais c'est comme ça que c'est défini. Il s'appelle le coefficient d'absorption. Pour le distinguer du coefficient d'extinction, souvent c'est les unités qu'on utilise. Donc le coefficient d'absorption, lui, il a des unités. Vu que l'exposant ici ne peut pas avoir d'unité, puis que x est en mètres, il faut que bêta soit en mètres à la moins 1.